Eh bien, bonjour à tous ceux qui se connectent. Comme à chaque fois, je vous invite à vous manifester dans le chat dès lors que vous nous entendez, que vous nous voyez. Est-ce que j'ai du monde? Oui, je vois que ça tapote, c'est bon. Écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire en ce jeudi 30 mars, fin de mois de mars, ça passe beaucoup, trop vite. Super ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous, c'est votre webinaire, comme je vous le répète à chaque fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui apparemment vous passionne parce que vous êtes beaucoup d'inscrits. On va parler de l'IA notamment et dans les grandes lignes, comment l'IA vient un peu bousculer nos métiers, nos pratiques, les bénéfices de l'IA, les opportunités qu'elle peut générer, l'impact sur nos métiers, sur nos missions, sur nos compétences. Voilà, c'est un sujet très vaste qu'on va décortiquer avec nos invités du jour. Donc, bienvenue à vous tous et puis surtout, bienvenue à vous, Claire et Jason. Je vous invite à en 2-3 mots, nous expliquer un petit peu qui vous êtes. Et puis après, je reprendrai fil pour expliquer un petit peu le fonctionnement de notre webinaire aujourd'hui. Alors du coup, Claire, je vois que le micro est ouvert. Je vous donne la parole. Dites-nous un peu qui vous êtes, Claire. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec Jason sur ce plateau de Culture RH. Donc, je suis directrice générale de Comundi, qui est une entreprise de formation continue, donc très impactée par tous ces changements de métier, de compétences et par les impacts de l'intelligence artificielle sur nos pratiques. Et donc, on va essayer je vais essayer de vous donner un éclairage compétences métiers sur qu'est-ce qu'on peut anticiper comme évolution et comme impact sur nos métiers et sur nos compétences. Voilà, merci. Parfait, merci Claire. Et alors Jason, du coup, je vous donne le mot. Dites-nous un petit peu. Merci Anaïs. Donc, je suis Jason, directeur du pôle de formation digitale de MyConnecting et ravi d'être avec vous et avec Claire justement pour partager ce temps d'échange. Moi, j'interviens depuis plus de 10 ans sur des sujets autour de l'usage et l'impact des technologies sur les métiers. Et c'est vrai que l'IA, en ce moment, c'est un vrai sujet qui bouleverse, qui impacte. Et l'idée, c'est de voir aujourd'hui ce qu'il en est, l'état des lieux, et aussi ce qu'on peut vraiment vous apporter par rapport à ce sujet sur les différents métiers et les pratiques au niveau RH. Parfait, merci à vous deux. On va pouvoir tous bénéficier de votre expertise à chacun. Donc, ça va être un webinaire très riche. D'ailleurs, dans le chat, je vous invite vraiment à vous sentir à l'aise et à poser vos questions, à rebondir sur les sujets qui sont abordés. Moi, je suis là pour faire le lien entre vous et les intervenants. Donc, sentez-vous libre de réagir. Le chat est fait pour ça. Bien évidemment, on gardera un temps d'échange tout à la fin aussi. Si jamais des questions sont restées en suspens, on gardera un petit quart d'heure à la fin pour revenir dessus. Le timing, on se dit à peu près jusqu'à 13h15, 13h30 grand max. Et puis, j'ai déjà vu la question passer. Je sais qu'à chaque fois, vous posez la question. Rassurez-vous, il y aura un replay, comme à chaque fois. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, pas d'inquiétude. Le replay, il est accessible pendant 30 jours. Donc, voilà, comme ça, la réponse, elle est apportée. Vous savez tout. Donc, pour se lancer sur ce sujet, déjà, je pense que le premier point qu'on voulait aborder, et je pense que Jason pourra nous éclairer sur ça, c'est déjà répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'IA et puis surtout qu'est-ce que ce n'est pas. Donc, je vous laisse enchaîner, je vous laisse prendre la main et puis moi, je vous lis attentivement dans le chat si jamais vous voulez réagir. Alors, Jason, qu'est-ce que c'est que l'IA finalement et qu'est-ce que ce n'est pas au final ? Super. Effectivement, ça c'est la grande question parce qu'avant de voir ce que l'IA bouscule, sur quoi l'IA intervient, donc c'est vraiment important de savoir ce qu'est ce fameux terme IA. C'est la capacité des machines à apprendre et à résoudre des problèmes de manière autonome en utilisant des algorithmes. Donc, des exemples qu'on a qui sont parlants et sur lesquels on va revenir avec Claire, c'est par exemple la reconnaissance faciale ou par exemple la recommandation des produits en ligne lorsqu'on fait des achats. Donc, il y a différents types d'IA, mais il y en a deux, moi, sur lesquels je mets vraiment l'emphase aujourd'hui. C'est un premier exemple, c'est l'IA faible, qui est capable de réaliser des tâches spécifiques. Comme par exemple pour ceux qui jouent aux échecs en ligne, effectivement, en face, c'est l'IA que vous avez avec des actions spécifiques ou les chatbots. On y reviendra un peu plus tard, mais eux aussi, ils sont là comme
IA faible pour réaliser très souvent des tâches spécifiques. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a l'IA forte, donc qui peut résoudre une variété de problèmes différents. Et des exemples célèbres sont les assistants personnels IA comme Siri ou Alexa, donc sur lesquels, justement, moi je donnerai plus d'exemples tout à l'heure, mais voilà deux types d'IA. Et pour revenir justement sur le point évoqué par Anaïs, qu'est-ce que ce n'est pas? Et ça, c'est très important de faire cette distinction. La plus grosse différence qu'il y a à faire, c'est entre l'IA et l'automatisation. Très souvent, on fait le rapprochement entre les deux, alors que ce sont deux choses complètement différentes. Parce que l'automatisation, c'est quoi? C'est justement le processus ou le fonctionnement qu'on a par rapport à des tâches où, par exemple, on demande à des machines de faire des tâches répétitives. Donc, mais elles n'ont aucune valeur. Si on change les données, si on change les process, là, effectivement, le fonctionnement de l'automatisation, il bloque. Donc, et alors que l'IA, effectivement, ce que ça permet de faire, ça permet d'apprendre en continu, ça automatise certes des tâches, mais il y a une continuité à s'adapter aux nouvelles situations. Et quelques exemples que je vais vous donner, donc que ce soit en entreprise, que ce soit dans le quotidien. Si on prend la mise sous pli automatisée des lettres ou des factures dans une entreprise, les machines peuvent être programmées pour effectuer cette tâche de manière répétitive et sans intervention humaine. De l'autre côté, je vous parlais, si on parle d'intelligence artificielle, je vous évoquais Siri ou Alexa, ces assistants peuvent apprendre à reconnaître la voix de leur utilisateur, à répondre à des demandes spécifiques, par exemple la lecture d'une musique, la réservation d'un restaurant ou la planification d'un itinéraire de voyage. Donc, et c'est justement quelques exemples forts. Moi, un exemple que j'aime bien évoquer en entreprise aussi et qui illustre l'automatisation versus l'intelligence artificielle. Pour ceux parmi vous qui utilisent que ce soit Excel dans l'univers Microsoft ou Google Sheet dans l'univers Google. Donc, vous avez sur Excel, par exemple, les macros qui permettent, par exemple, si vous avez un fichier sur lequel vous travaillez chaque semaine, un fichier d'export sur lequel vous devez supprimer des colonnes, rajouter des informations, mais c'est tout le temps la même structure. Là, les macros, ils existent depuis des années et ça vous permet, en quelques clics après l'avoir paramétré, de nettoyer votre base de données. Mais il faut que ce soit la même parce que le jour où la base change, il y a plus de colonnes par exemple, là, votre macro, il faut la modifier ou la refaire. Alors que le but de l'intelligence artificielle, c'est que demain, il peut reconnaître qu'il y a de nouvelles colonnes et s'adapter et donc modifier. Voilà la grande différence et voilà vraiment la distinction qu'il faut faire entre l'automatisation, ça existait même avant l'IA, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, il y a une tendance à s'adapter, à pouvoir justement s'habituer et à vraiment proposer de nouvelles choses par rapport à cette automatisation ou à d'autres tâches aussi. Alors, juste pour rebondir par rapport à cette explication de Jason, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'est-ce qui fait qu'on a si peur de l'IA. C'est ça qui vous êtes très nombreux à écouter, ça veut dire que vous êtes tous impactés ou en tout cas pensez pouvoir être impactés par ces sujets d'IA. La différence, effectivement, c'est que par rapport à des sujets d'automatisation, et l'IA a une dimension d'auto-apprentissage, de capacité à apprendre, à intégrer des modèles d'apprentissage, qui fait que finalement, ce n'est pas un outil d'automatisation, pas seulement un outil d'automatisation, mais c'est aussi un outil qui est capable de créer des nouveautés, qui est capable de faire preuve de créativité et qui va intervenir sur des domaines sur lesquels on pensait et on a toujours imaginé que l'automatisation ne viendrait jamais, à savoir des métiers intellectuels. C'est aussi là, c'est l'impact de
des nouvelles technologies sur ce qu'on croyait être un bastion imprenable, à savoir les métiers de l'intelligence et du service et de la créativité. Et aujourd'hui, on voit que, et on en parlera un petit peu plus tard avec Jason, que les domaines créatifs, artistiques sont aussi impactés par l'intelligence artificielle générative. Et donc, c'est ça qui nous bouscule. Hein. Donc, c'est intéressant de dire ce que la définition de ce que c'est ou ce que n'est pas donne de manière sous-jacente la dimension en fait de psychose que ça peut créer par rapport à nos propres métiers, à nos propres compétences, parce que finalement, là où on pensait avoir un précaré qui serait jamais atteignable, aujourd'hui, on voit que cette intelligence artificielle, capable d'apprendre d'elle-même et capable de générer des nouveautés, va venir peut-être nous concurrencer sur ces domaines-là. Donc voilà peut-être une synthèse de ce qui a été dit pour expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas, et surtout qu'est-ce qui fait que l'impact sur nos vies et sur notre ressenti de nos compétences va être aussi important. Merci pour ces apports. En gros, ça résume à peu près les raisons pour lesquelles c'est vrai que c'est un sujet qui nous interpelle. On le voit aujourd'hui. Hein. Il y avait énormément d'inscrits. C'est un record d'inscriptions sur un webinar. Et je vous pose d'ailleurs la question dans le chat. Hein, je l'ai mise à l'écrit, mais je vous la repose à l'oral. Selon vous, en quoi l'IA elle peut représenter une menace pour votre propre emploi? On vous pose la question là tous les trois dans le chat. On serait curieux de voir un peu le ressenti parmi les participants. Est-ce que vous estimez que c'est une menace ou peut-être que vous estimez que c'est une opportunité, qu'il peut y avoir des bénéfices? On aimerait bien avoir un peu vos ressentis en fonction de vos métiers. Alors, je vois Marie qui dit au contraire, c'est une vraie opportunité. Donc, c'est plutôt une vision positive. Mathias qui nous dit aussi que c'est une opportunité. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut s'imaginer plutôt le penchant négatif. Alors, la crainte à ce jour serait de ne pas bien le maîtriser, nous dit Stéphanie. Et Julie nous dit qu'elle y voit une opportunité pour gagner du temps. Donc, on commence à entrevoir un petit peu des bénéfices. On en parlera justement tout à l'heure. Donc, c'est chouette d'avoir un peu vos ressentis. Et puis, j'ai d'autres personnes qui me disent, voilà, c'est une menace. L'intelligence artificielle apprend plus. Alors, oulala, ça va vite. Vous parlez trop. J'arrive pas à suivre. Alors, j'ai pas vu la fin du message, mais je crois qu'elle disait que l'IA apprend tellement vite. Plus que les organisations humaines. Donc, ça fait un peu peur sur ce point-là. Et Dominique qui nous dit en tant que formateur, alors, ça saute coach et consultante, donc c'est une plus-value dans mes interventions. Donc là, pour le coup, on a la vision côté formateur. Alors, je regarderai au fur et à mesure ce que vous nous partagez, puis on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Donc, c'est intéressant de voir un peu la tendance. Est-ce que vous voulez, Jason ou Claire, nous partager un petit peu justement cette dimension bénéfice, en quoi ça constitue des bénéfices pour les RH, cette IA? Alors peut-être on pourrait peut-être faire un petit zoom, Jason, sur ChatGPT, puisque c'est quand même, j'allais dire, c'était un peu le révélateur ChatGPT de Oui. toute cette évolution d'intelligence artificielle. Je pense que c'est intéressant aussi de faire le zoom sur cet outil-là. Jason, peut-être nous expliquer un petit peu en quoi il consiste, puisqu'il nous a tous interpellés. Donc je pense que ce serait bien de faire le lien entre cet outil et la grande famille des outils d'intelligence artificielle. Bien sûr. Alors, et c'est vrai, parler aujourd'hui d'intelligence artificielle sans parler de ChatGPT qui a mis un peu au devant de la scène vraiment donc cette notion d'IA et qui l'a surtout popularisé parce que depuis novembre, l'outil est arrivé dans les vies de millions de personnes comme ça d'un coup entre guillemets et en mettant en avant surtout le fait que les outils d'IA devenaient très simple à utiliser. Et ChatGPT, pour en parler, mais ChatGPT, il faut le savoir, c'est le sommet de l'iceberg. Il existe des centaines, voire des milliers d'outils similaires qu'on va évoquer peut-être tout à l'heure. Mais ChatGPT, vraiment, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est un outil qu'on appelle, qui fait partie de la gamme des IA génératives. C'est donc que ça permet vraiment de générer. Alors, dans sa première version qui est sortie, ça permettait de générer du texte qu'on pouvait utiliser sous différentes variantes. Donc, c'est-à-dire, on pouvait, au travers d'une simple phrase, lui dire
de rédiger un mail. Je prends des exemples d'entreprise et après on prendra des exemples de la vie quotidienne. Hein. Donc, de générer un mail, de lui demander de traduire ce même mail en différentes langues. Donc, et ça se fait en quelques secondes. On peut lui demander des actions plus poussées, par exemple sur un rapport qui fait des centaines et des centaines de pages, de faire un résumé. Donc, on peut lui demander, dans un usage par exemple marketing où c'est très utilisé, à partir d'un contexte, de sortir l'exemplaire d'un tweet, une série de tweets ou de messages pour LinkedIn, en mettant même les smileys. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser et ça génère même des smileys pour préparer la communication. Et c'est vrai que ChatGPT, il y a 15 jours, nous a fait encore une surprise parce qu'elle est sortie dans sa version 4, qui cette fois a poussé vraiment l'outil dans une sphère nouvelle. Parce que au-delà de générer du texte, ChatGPT 4 a permis vraiment de mettre en avant la notion générative par rapport aux images, par rapport aux vidéos et par rapport à un usage encore plus poussé, que ce soit dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Donc, et l'outil aujourd'hui, donc moi j'ai eu l'occasion de le voir récemment en usage avec d'autres outils. ChatGPT a permis par exemple à un utilisateur de générer le script pour un film promotionnel qui après justement a été greffé à d'autres outils qui eux permettent de générer des vidéos, générer des images, générer de l'audio et d'en faire justement un film complet. Bon, on verra s'il est proposé au Festival de Cannes, mais effectivement, vous voyez, ça montre déjà le potentiel et surtout le potentiel, parce que j'ai vu souvent, et Anaïs le disait, la phrase opportunité. Donc, c'est de pouvoir permettre d'éliminer le syndrome de la page blanche pour générer des idées, donc en entreprise, dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, vraiment ChatGPT dans les grandes lignes par rapport à sa puissance. Donc, en termes d'outils, qui permet de générer vraiment du contenu, texte, image, vidéo. C'est peut-être un booster de créativité, ou en tout cas, ça nous invitera probablement à revoir et à réimaginer les ressorts de notre propre créativité. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vous traduire l'acronyme GPT. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça donne toute la dimension de l'outil. GPT, ça veut dire générative. G pour générative, c'est la capacité à générer du langage humain naturel. Pre-entrained, c'est le modèle qui est déjà formé sur un ensemble de données finies. Donc ça, c'est déjà l'idée qu'il va travailler sur des données finies, il va les mettre en sens par rapport à une commande particulière. Et le dernier, c'est transformer. Le T, c'est transformer. Ça veut dire que cet outil intègre en lui-même une architecture d'apprentissage automatique sous-jacente qui va alimenter la solution. Et ça, c'est le levier de la créativité, de la capacité à produire, ce que Jason expliquait, et de pouvoir aller sur des nombreux domaines d'application, jusqu'au domaine créatif, jusqu'à la production de films, de musique, bien sûr avec une dimension conversationnelle, mais un nombre très très important d'applications. Donc on voit qu'à travers même l'explication de cet outil, on s'ouvre à un champ des possibles qui va être extrêmement important et que je pense tout le monde commence un peu à mesurer, parce qu'on voit que finalement la puissance de l'outil et la pertinence aussi de cet outil dans sa capacité à répondre à des interrogations quand elles sont bien formulées. Et Claire et Jason, j'en profite puisqu'on parle justement de ChatGPT, ça peut être une bonne illustration pour répondre à la question d'Agnès. Agnès qui nous parle de la zone d'ombre par rapport à la conception des IA. En fait, elle questionne sur quels algorithmes élaborés par qui et est-ce que du coup n'entre pas en jeu des biais cognitifs de la part des concepteurs. Si on prend l'exemple de ChatGPT, pour le coup, ça pose effectivement des problématiques autour de la maîtrise des données qui viennent alimenter ChatGPT ou l'autre, l'intelligence artificielle, données qui peuvent aussi avoir des connotations parfois philosophiques, voire même politiques. Enfin, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense que ce qui illustre bien en tout cas cette vigilance qu'on doit avoir, quand vous faites la différence entre un moteur de recherche comme peut-être celui de Google. Le moteur de recherche, il va vous donner des résultats.
Parfois même, il peut classer ses résultats par pertinence, mais il va vous donner des résultats et vous avez la possibilité d'aller chercher des résultats parmi cette proposition qui sont plus ou moins pertinents par rapport à votre propre besoin. Quand vous êtes dans une logique de chatbot ou d'intelligence artificielle conversationnelle, on ne vous donne pas des résultats, on vous donne une réponse. Et donc, cette réponse, finalement, qui vous dit que cette réponse, elle va être celle qui correspond à votre problématique. Et donc là, on voit bien que le biais, il est là aussi, c'est l'articulation entre une vision résultat et une vision réponse qui ouvre effectivement tout un tas de sujets autour des sujets éthiques, des sujets aussi de biais cognitifs, des sujets aussi d'alimentation de données, de maîtrise de la data, qui sont, à mon avis, des sujets importants aujourd'hui. Et pour justement compléter ce que Claire évoque, c'est vrai que le sujet par rapport à l'IA, porté depuis qu'il est au devant de la scène, c'est quand même l'éthique, et on le voit bien, pas plus tard qu'hier, Elon Musk est effectivement, enfin, il a été au devant de la scène avec justement tout un groupe justement de chercheurs à demander qu'il y ait une pause d'au moins 6 mois sur tous les outils d'IA générative et autres, le temps de mettre un peu d'ordre, ou le temps de mettre à plat la partie vraiment éthique et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que ce sera fait? Moi, je n'y crois pas trop, parce que mettre en pause un outil, voilà, ou toute la production d'outils IA, ben, effectivement, c'est pas ça qui va changer la donne. Il faut que ce soit, comme Claire l'évoque, en continu. Les règles éthiques, la structure va arriver. Donc, au fur et à mesure que les cas seront mis en avant, la notion d'algorithme, ben, c'est un vrai sujet, parce que là, effectivement, avec ChatGPT, l'OpenIA, ben, ça a été mis en open, justement, en ouvert, donc, et là, c'est donc en accès à l'ensemble. Donc, c'est donc des questions, ok, qu'est-ce qu'on en fait, qui peut en faire quoi, et comment est-ce qu'on peut empêcher des dérives. On le voyait bien avec la première version de ChatGPT, les biais qu'ils avaient par rapport à certaines réponses. Et là, ChatGPT 4 qui est ben voilà, donc beaucoup plus précis dans ses réponses, qui fait beaucoup plus attention par rapport à ses biais. Et on le voit bien, ben, c'est le propre même de la technologie ou des technologies qui évoluent dans le temps et qui permettent vraiment, au fur et à mesure de nouvelles versions ou de mises à jour, de rectifier le tir. Même si, je rejoins Claire, il faut être très vigilant, il faut rester vigilant et ne pas se dire, OK, tout ce qui sort d'un outil IA est pris pour acquis, et vraiment garder ce degré de contrôle et de vérification. Alors, peut-être qu'on peut vous parler un petit peu des métiers qui vont être impactés. Avant de parler spécifiquement, de faire un zoom sur les RH, mais on va faire très rapidement. Il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie, qui parle d'un impact considérable. Alors, cette étude, elle est déjà controversée, mais c'est intéressant quand même de la mentionner. 300 millions d'emplois seraient impactés. Alors, impactés plus ou moins. Un quart des emplois seraient automatisés suite au développement de l'intelligence artificielle. 2/3 des emplois actuels seraient impactés, avec en grande partie, bien sûr, les tâches administratives et les fonctions de support, mais aussi les cadres et les professions qualifiées, les techniciens, les dirigeants, puisque on sait aujourd'hui que même qu'on a des tests de diriger des entreprises avec des intelligences artificielles. J'allais dire que les exemples qu'on cite le plus souvent, c'est les exemples, par exemple, des radiologues qui, finalement, avec des outils d'intelligence artificielle, peuvent produire peuvent être appuyés dans des capacités à croiser des images ou des bases de données pour établir un diagnostic qui se fonde sur davantage de données comparées, ou comme les juristes, les avocats qui peuvent compiler des données de jurisprudence ou des textes de loi pour établir des positions juridiques plus élaborées et plus argumentées. Donc, on voit que ces métiers qui sont soit totalement exposés, comme les métiers de mathématiciens, d'experts comptables, d'analyse financiers, voire d'écrivains, d'auteurs, de concepteurs d'interfaces web, ou des métiers qui peuvent être peut-être exposés, peut-être avec des degrés différents, comme des interprètes, des traducteurs. On voit que tous ces métiers sont des métiers de profession, j'allais dire, de profession intellectuelle. Et donc, c'est vraiment ces métiers-là qui, aujourd'hui, sont exposés. Mais exposés, ça ne veut pas forcément dire supprimés. Ça veut dire que sont amenés à évoluer du fait de l'apport en termes de capacité à produire une intelligence artificielle générative qui va faire gagner du temps et peut-être changer ces métiers parce qu'avec des valeurs ajoutées qui changeront en fait de prisme. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse maîtriser pour pouvoir accompagner ces changements.
Exact. Et donc, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Claire, donc, moi, ce matin, j'écoutais la matinale d'Europe 1 et on avait Nicolas Bouzou qui intervenait et qui revenait justement sur cette étude de Goldman Sachs et sur les points que tu évoquais. Et il y a un élément que j'ai retenu pour compléter ce que tu dis, c'est que par rapport au métier, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce sont les tâches qui vont être remplacées comme elles ont été automatisées dans le passé. Là, elles vont être effectivement soit donc impactées par l'IA ou elles vont évoluer grâce à l'IA. Donc, et c'est vrai que les métiers, en fonction de leurs tâches et de l'impact de l'IA sur ces tâches, c'est ça que demain justement qui va changer la donne. Tu parlais des radiologues, donc les métiers par rapport justement au paralégal, où on fait beaucoup de recherches pour préparer justement les interventions. Ça aussi, ça va être impacté parce que l'IA va rechercher effectivement plus de données, va avoir une capacité plus importante dans sa base de données ou dans ses données globales pour aller rechercher l'information. Et c'est vrai que ça, c'est très important à retenir. Ce sont les tâches et demain, dans le choix stratégique à faire, c'est vraiment identifier quelles sont les tâches dans un métier qui vont être impactées, qui vont être remplacées, qui vont être avec une valeur ajoutée dans le cadre justement de la productivité aussi. Alors, c'est les limites de ces analyses, c'est le fait qu'on réduise des métiers à un ensemble de tâches. En réalité, on sait bien qu'aujourd'hui, les métiers, ils sont mouvants. On sait bien aujourd'hui qu'on a des missions, des tâches, on a des articulations qui ne sont pas les mêmes en fonction des positionnements sur les secteurs, en fonction de l'expérience. Donc, si on considère qu'un métier n'est pas forcément un ensemble fini de tâches répétitives, à ce moment-là, les analyses telles qu'elles sont proposées, elles sont pas complètement infaillibles, puisque cela dépasse complètement, bien sûr, ces métiers-là dépassent complètement la simple juxtaposition d'un ensemble de tâches finies. Donc, c'est aussi ça le biais de la lecture, et c'est là aussi qu'il faut être vigilant pour ne pas faire de tirer de conclusions trop rapides. Je vois que ça fait réagir, en tout cas dans le chat. J'ai pas mal de personnes qui se questionnent ou apportent leur vision. Il y a Alice qui nous disait notamment que ça va créer aussi de nouveaux emplois, comme le contrôle de l'IA, la cybersécurité, ce genre de métier. Donc, c'est plutôt porteur de nouveaux métiers. Et puis, on avait l'exemple de Rosie qui nous donnait comme exemple que dans son secteur, un développeur équipé de ChatGPT 4, du coup la dernière version, revient à un développeur et demi. Donc, pour dire l'impact que ça peut avoir sur un métier comme le métier de développeur pour le coup. Donc, merci à vous deux pour ces illustrations. Ça complète bien ce que viennent de nous partager Claire et Jason. Est-ce que je peux vous proposer, Claire et Jason, du coup, qu'on enchaîne sur l'impact et les bénéfices pour les RH, si ça vous va? Bien sûr, donc on a travaillé avec Jason pour essayer d'identifier un petit peu les impacts sur les RH. Alors, moi, je vais avoir une vision très positive de toutes ces évolutions qui vont nous amener à, bien sûr, changer notre capacité de créativité, qui vont nous faire gagner du temps et nous concentrer peut-être sur les relations humaines, sur l'empathie, sur des choses plus émotionnelles, sur des choses nouvellement créatives, qui va créer aussi des nouvelles opportunités, des nouveaux métiers d'alimentation, de contrôle, de savoir questionner intelligemment un outil d'intelligence artificielle générative pour en retirer le meilleur. Donc, il faut avoir une vision totalement, j'allais dire, positive et assez globale sur tout ce que ça peut apporter et ce que ça peut apporter aussi sur nos métiers RH, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont impactées. Alors, on va peut-être essayer de faire quelques zooms. Le premier, il me semble que c'est intéressant de voir que ça sera un gain de temps et une meilleure efficacité sur la problématique du recrutement. Donc, sur la capacité d'écrire des annonces qui tiennent compte d'un certain nombre de critères qui seront intégrés, un croisement de données qui vont permettre de cibler davantage les annonces et de pouvoir trouver les bons vecteurs. Sur la sélection des candidats aussi, il est clair que ces outils-là sont des outils puissants pour pouvoir trier les candidats à travers des critères qui peuvent être aussi des critères à plusieurs dimensions.
réalisation aussi des tests de recrutement qui peuvent être faits aussi grâce à l'IA. Alors, moi, personnellement, je pense que les entretiens de recrutement dans lesquels on a une relation humaine avec un candidat ne sont bientôt jamais menacés par ce type d'outils. Néanmoins, il y a tout un tas de tâches de préparation, de structuration qui peuvent être probablement très largement améliorées et automatisées. Les chatbots aussi conversationnels peuvent être mis en place pour répondre aux candidats sur des postes avec des questions qui sont souvent les mêmes. Donc là, il y a une vraie capacité à proposer une expérience d'utilisateur à ces candidats avec toutes les questions qui peuvent se poser et pour le coup, une capacité à leur répondre de manière uniforme et en même temps rapide et fiable. Et puis, bien sûr, suivre un certain nombre de KPIs qui permet en fait de mesurer l'efficacité, compiler des datas. Donc là, on a clairement un champ d'activité sur lequel l'intelligence artificielle peut donner probablement un coup d'accélérateur et d'efficacité sur les problématiques du recrutement. Et Dieu sait si aujourd'hui, le sujet du recrutement est un sujet qui nous concerne tous. Jason, je te laisse peut-être parler des sujets sur les parcours d'apprentissage. Oui, bien sûr. Donc, alors, avant peut-être d'enchaîner sur les parcours d'apprentissage, juste pour compléter avec un chiffre que moi j'avais retenu par rapport à ce que tu évoques sur le fait des chatbots, donc et par rapport au RH, moi un chiffre qui avait attiré mon attention, c'est une société qui avait mis en place un chatbot pour répondre aux questions des employés relatives aux avantages sociaux. Et cette mise en place avait permis de réduire de 30% le nombre de demandes envoyées à l'équipe RH, ce qui est conséquent et en termes de gain de temps. Donc, ça se voit effectivement que c'est un vrai levier, comme tu l'évoquais, Claire. Donc, alors, maintenant, pour revenir sur les parcours d'apprentissage, donc là où l'IA, justement, est encore une fois un vrai levier, c'est qu'il permet justement, en fonction des besoins individuels des employés, il permet justement de créer des parcours d'apprentissage, de contribuer justement à la performance et à la motivation. Et un exemple très parlant que moi j'avais noté, on a eu la société AT&T, donc qui lui a utilisé l'IA pour créer des parcours justement d'apprentissage personnalisés. Et comment ils ont fait? C'est qu'ils ont analysé les données des différentes formations, des compétences des employés aussi, ce qui leur a permis vraiment de proposer des modules de formation adaptés. Et ça, c'est quand même très important parce que aujourd'hui, arriver à cibler en fonction des besoins, mais aussi du fonctionnement des entreprises et à leur proposer rapidement des parcours de formation, c'est vraiment là l'un des leviers forts et une des demandes qui ne va cesser de grossir en termes de formation parce que si vraiment quand on arrive à proposer au niveau de la formation vraiment quelque chose qui convient et pas que justement se disant ok est-ce que vous avez besoin de formation dans tel domaine, dans les soft skills, c'est ce que j'ai vu passer justement dans le chat tout à l'heure, ou sur la bureautique, ou sur justement les langues. Mais si on arrive à cibler à l'inverse en disant, OK, par rapport à votre activité, voilà ce dont vous avez besoin, et une vraie analyse, bon, ça change la donne. Et ça, beaucoup d'outils le font aujourd'hui en intégrant, par exemple, on parlait de ChatGPT. ChatGPT et Duolingo donc se sont associés et ont été renforcés par ChatGPT 4 pour vraiment permettre le ciblage des compétences. Donc ça, c'est un exemple parmi les outils. Mais en entreprise, c'est vrai que le parcours d'apprentissage personnalisé est vraiment porté par l'IA de plus en plus avec pas mal de possibilités. Et aussi, une autre action, hein, donc on parle de parcours d'apprentissage, mais de parcours personnalisé. Il faut savoir que l'IA, au-delà de la recommandation des parcours de formation, des parcours d'apprentissage, c'est aussi demain pouvoir cibler des offres d'emploi internes, des tâches pour des employés spécifiques. Tout ça aujourd'hui, c'est une réalité portée par l'IA. Alors pour peut-être
Oui, compléter juste Pardon. le sujet sur ce que tu viens de présenter, et puis aussi faire rebond par rapport au fait que l'IA peut répondre de manière automatisée, sécurisée, et toutes les questions que les salariés peuvent poser à leur DRH. Le point reste quand même une importance de la possibilité de sécuriser les process RH par rapport à la jurisprudence. Et là, pour le coup, la validation des documents qui sont produits par les RH, les contrats, l'ensemble des documents sur lesquels ils doivent s'appuyer sur des conventions collectives, sur un certain nombre de documents. Et Dieu sait s'il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Donc là, il y a tout ça. Il y a la validation aussi des situations, des prises de décision RH au regard de la jurisprudence, parce qu'il y a la réglementation, il y a aussi la jurisprudence. Donc, tous ces sujets-là doivent permettre en fait de sécuriser les pratiques RH. Et derrière, c'est un outil finalement de gestion des risques, puisque derrière, on va travailler sur une capacité à englober le maximum de data pour sécuriser des positions. Et pour les RH, c'est une sécurisation des risques qui est réalisée, et donc un outil de gain de temps, bien sûr, peut-être aussi de faire moins appel à des avocats ou des conseils extérieurs, puisqu'on aura la possibilité de sécuriser le contenu de la production RH au sein même de l'entreprise. Je me permets juste un petit bond en arrière pour revenir sur ce que disait Jason par rapport à la partie formation, parce que j'ai une question dans le chat qui est survenue. Damien qui s'inquiète, ou en tout cas qui s'interroge, qui demande si l'IA va potentiellement tuer le métier de formateur. Alors, je me doute évidemment de vos réponses, Jason et Claire, mais je pense que ça peut être bien de clarifier sur ça. Vos visions à vous, avec votre expertise, et puis en faisant reposer ça aussi sur des faits. Est-ce que concrètement, l'IA peut tuer le métier de formateur? Je veux commencer, Claire. Alors pour moi, je vais peut-être commencer. Pour moi, non. Donc, alors même comme Claire disait, donc il faut faire attention aux analyses qui sortent en ce moment. C'est vrai que les analyses, et moi c'est ma vision personnelle, donc le métier de formateur, donc il n'est pas prêt de disparaître, en tout cas pas avant, selon les sondages et les analyses, pas avant 25-30 ans. Donc, pourquoi? C'est parce que justement, les outils aujourd'hui, par rapport au métier de formateur, si on parle de l'IA, viennent vraiment le faire évoluer ou le renforcer. Par exemple, aujourd'hui, si on prend ChatGPT, parce qu'on en parle, pour préparer un programme, pas un programme de formation, mais préparer son contenu de formation, l'étoffer, préparer des quiz. Donc ça, c'est déjà quand même un outil quand même très puissant, qui vient au service du formateur, parce que ça vient pas le remplacer, mais ça vient l'aider en lui permettant de gagner du temps par rapport à des tâches qu'il aurait pu faire et qui seraient peut-être quasiment au même résultat. Et c'est ça aujourd'hui la force de l'IA. C'est vraiment des tâches, remplacer des tâches qu'on aurait pu faire avec le même résultat final, mais qui est fait en moins de temps. Donc, et après, effectivement, donc pour tout ce qui est justement action en dehors de l'action de former aujourd'hui ou le transfert de savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie-là, cette partie humaine, cette partie transfert de connaissances, elle est pour l'instant moins impactée. Et vraiment, les outils d'IA viennent renforcer ou viennent augmenter, plutôt c'est le terme, donc ces métiers. Et après, il ne faut pas oublier, quand on parle de métier de formateur, effectivement, c'est un métier très vaste parce que ça dépend du secteur. On a certains métiers où là, on le voit bien, toutes les technologies sont venues les renforcer. Donc, et c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a des métiers ou des formations qui là peuvent être remplacées à 100%? Si c'est le cas, effectivement, les métiers vont être impactés. Mais moi, en tout cas, pour moi, le métier de formateur, non, je ne vois pas être remplacé là, en tout cas, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Donc, alors, qu'est-ce qui se passera qu'est-ce qui se passera dans 10-15 ans? On le voit bien. Hein, donc, il a suffi qu'en novembre, ChatGPT vienne pour que ça change la donne. Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Alors, moi, ça me rassure, moi. En tant que formatrice, ça me rassure. Oui, Claire. Pour peut-être compléter ce que dit Jason,
à date, enfin, je pense que à date, on n'est pas prêt de voir disparaître le métier de formateur, même si ces métiers d'intelligence artificielle doivent en faire des super formateurs dotés d'outils puissants qui permettent la personnalisation, qui permettent de gagner du temps. Donc, il n'y a pas de risque sur le métier, même si le métier doit évoluer, mais il va évoluer aussi parce qu'il y a des tas de composantes qui font que ce métier évolue. Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération. On voit aujourd'hui, par exemple, pour les gens qui sont dans le secteur de la formation, qu'on a une forte demande de présentiel. Donc, en fait, aujourd'hui, les apprenants ont besoin de se retrouver avec une dimension affective, une dimension empathique, une dimension relationnelle importante. Donc, ça restera et du coup, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer cette relation humaine. De même, on est quand même aussi dans beaucoup d'évolutions des méthodes pédagogiques qui se fondent beaucoup sur l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, elle peut être alimentée par un outil d'intelligence artificielle générative, mais globalement, j'allais dire la confrontation des expériences dans leur dimension technique, dans leur dimension émotionnelle, dans leur dimension d'expérience de vie, c'est des choses qui vont rester. Et donc, du coup, si la formation doit s'adapter, elle doit pouvoir aussi, d'abord, elle saura intégrer l'intelligence artificielle comme un outil qui lui permet de gagner du temps sur des process qui peuvent être répétitifs, peut-être des éléments de connaissance pure qui pourront du coup être communiqués, peut-être aussi être capable d'aller chercher une mutualisation, beaucoup plus d'expérience pour pouvoir donner des feedbacks beaucoup plus argumentés et beaucoup plus solides sur ce qu'on peut faire et quelles sont les expériences qui ont pu être menées sur tel et tel sujet, et donc ça lui donne une force finalement en termes de capacité à argumenter ses propositions qui sera peut-être beaucoup plus importante. Donc voilà, utilisons l'intelligence artificielle comme un outil d'amélioration de nos pratiques de formation, mais notre dimension pédagogique, notre dimension humaine, notre dimension relationnelle, notre dimension d'émotion, de rencontre dans la formation, on ne la remplacera pas et heureusement. Voilà. Bon, on est tous rassurés. Non. Ça rejoint, pour faire du lien avec ce qui se dit dans le chat actuellement, ça rejoint ce qui se dit dans le chat. Hein. J'ai eu plusieurs personnes qui ont fait ce même résumé, Claire. Donc, on est plutôt cohérent, on est plutôt aligné, c'est plutôt rassurant pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les RH que vous vouliez aborder, Claire ou Jason? Je veux juste faire un petit zoom, Jason, si tu le permets. Il y a eu des articles qui sont sortis sur les compétences dont on n'aura plus besoin. Donc, je trouve ça intéressant de les dire, puisqu'on parle de compétences. Alors, c'est très discutable, hein, donc vous n'allez pas être d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas forcément que je partage ce que je dis. Voilà, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Alors, la première compétence, c'est l'écriture. Donc, je pense que effectivement, l'IA peut écrire, mais quand on veut donner de la force à un discours, je pense qu'il faut le personnaliser aussi. Donc, l'IA est une bonne base, que comme disait Jason, c'est le meilleur remède contre la page blanche, mais ça ne fait pas une production intellectuelle originale. Donc, voilà, l'écriture impactée, mais probablement pas l'écriture remplacée. La conception artistique, pareil aussi, hein, il y a des robots humanoïdes qui proposent de la création de musique, de la création de peinture, etc. Encore une fois, c'est peut-être des éléments d'aide à la création, mais probablement pas qui remplacent la création. Hein. Mais en tout cas, on dit que c'est une compétence qui va être impactée. Bien sûr, alors celle qui paraît est assez facilement compréhensible, c'est la saisie de données. Oui, alors pour le coup, la saisie de données, elle va être probablement automatisée. Donc là, on est plus dans un processus d'automatisation que dans un processus de créativité via l'intelligence artificielle. L'analyse de données aussi, hein, qui permet en fait de produire des analyses à partir de la data. Cette analyse-là, elle sera probablement impactée fortement, même si on aura toujours besoin d'avoir des regards critiques qui sont des regards novateurs sur des situations. On pourra jamais remplacer la capacité d'intuition des analystes à pouvoir analyser une situation au regard d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément des éléments qui rentreraient dans le spectre de l'intelligence artificielle. Le montage vidéo aussi qui risque d'être impacté puisque aujourd'hui on a des gens qui n'ont aucune expérience en montage vidéo qui vont pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir faire du montage vidéo. Donc ça aussi, en termes de compétences et par ricochet en termes
en termes de compétences, ça va effectivement, en termes de métier, pardon, ça va effectivement être impactant. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'avenir du travail, c'est que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'utiliser notre potentiel à des choses peut-être plus intéressantes, plus créatives, plus innovantes, mais ça va aussi nous mettre face à des obligations d'être encore plus pertinents, encore plus novateurs, encore plus différenciants, peut-être encore plus en rupture pour que justement on trouve une place, on utilise cette intelligence artificielle pour nous faire gagner du temps, mais que finalement nous-mêmes, en tant que potentiel humain, on puisse l'utiliser à faire des choses qui sont à plus grande valeur ajoutée pour nous, pour nos parcours professionnels, pour nos clients, pour les personnes qui nous entourent. Je trouve que c'est une belle vision et un bon résumé. Jason, est-ce que vous vouliez compléter? Jason, oui, effectivement, parce que moi je rejoins Claire, donc parce que et je le vois bien là dans le chat par rapport à ce qui est évoqué. C'est-à-dire que ces outils, quand on parle de montage vidéo par exemple, donc ceux qui n'ont aucune connaissance, parce que moi j'ai eu l'occasion et je partageais avec Anaïs et Claire ce que j'ai eu l'occasion de produire quand je testais les différents outils d'IA. J'ai eu l'occasion de travailler sur Midjourney, qui est un outil d'IA qui permet de générer des images. Donc, je lui ai fait générer l'image d'une personne qui n'existait pas. Sur ChatGPT, j'ai eu l'occasion, moi, de sortir un script par rapport à la mise en avant d'une publicité et sur un outil qui s'appelle DID, donc DID, donc qui est un outil qui transforme des images en vidéo. Donc, j'ai pu faire effectivement une sorte de publicité d'une trentaine de secondes ou d'une minute par rapport à une personne qui n'existait pas. Donc, elle partageait le script qui avait été généré sur ChatGPT pour faire une publicité. Alors, bien sûr, quand elle est sortie, il y avait des erreurs à rectifier, donc parce que voilà, c'est pas mon spectre ou je ne suis pas le spécialiste du montage vidéo, mais avec très peu de connaissances, mais avec les bons repères pour indiquer aux différents outils d'IA qu'est-ce que je voulais, ben, ça a permis en quelques heures de sortir. Alors, je ne vais pas remplacer le métier d'agence web ou de publiciste. Voilà, c'est pas mon but. Mais voyez, aujourd'hui, c'est vrai que certaines compétences de base vont être optimisées, vont être remplacées. Mais par contre, là où on monte d'un cran, et c'est la valeur justement que Claire évoquait, une fois qu'on sort de cette notion de base, ben effectivement, les compétences acquises sur des métiers spécifiques, par exemple le montage vidéo, ça va peut-être moins être demain des montages de base, mais ça va être sur des choses très spécifiques, très poussées. Et donc de la valeur ajoutée. Et c'est pareil sur les autres exemples que Claire a évoqués, tout comme quand moi j'ai vu dans le chat, je vois souvent la partie donc la partie émotion humaine, donc la partie mise en avant de l'humain. Et ça, c'est des choses qui ne vont pas être remplacées, mais qui vont avoir leur place dans ce dispositif. Tout comme de nouveaux métiers, et je vous évoquais là à l'instant la particularité de mettre la bonne phrase sur ChatGPT ou sur les autres outils pour arriver au bon résultat le plus rapidement. Ben, cette notion de ChatGPT et des outils a fait émerger quand même des métiers tels que sur l'anglais, c'est les prompt engineers. Donc, c'est ceux qui rédigent les fameuses requêtes ou les fameuses phrases qui permettent à ChatGPT ou aux autres outils d'IA de proposer ou de présenter les bons résultats ou les résultats attendus. Donc là, vous voyez, on voit bien l'émergence de nouveaux métiers directement par rapport à ça. Merci beaucoup, Jason, pour ces compléments. On va arriver sur la toute fin de ce webinaire et j'ai vu des questions passer et je vous propose que pour clôturer ce webinaire, on revienne sur 2-3 questions. Pour pas laisser trop de frustration et prendre le temps de répondre à des interrogations. Il y a Hélène qui nous demandait pour le volet RH, est-ce que l'IA peut avoir un impact, par exemple, pour la prise en compte des RPS? Est-ce que l'IA peut avoir un intérêt sur ce sujet-là? Ah ben, le sujet, oui, alors bien sûr, ça dépend comment on utilisera l'IA dans ces sujets-là, mais ça peut déjà permettre de sensibiliser, ça peut permettre d'identifier des situations, ça peut permettre de caractériser des situations, ça peut permettre aussi d'avoir des outils conversationnels pour que les gens puissent venir s'exprimer sans avoir, en n'ayant pas la peur de s'exprimer à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, il y a tout un tas d'opportunités qui peuvent être utilisées
pour les risques psychosociaux qui peuvent libérer la parole, organiser l'information, permettre de produire des plans d'action. Donc oui, bien sûr, ça illustre bien finalement que la relation entre l'IA et les humains, ça doit être une relation qu'on doit plutôt penser comme étant collaborative qu'en compétition. Et que finalement, les compétences qu'on a pu décrire, Jason et moi, c'est plutôt des compétences qui vont compter, c'est celles qui font vraiment de nous des êtres humains, hein. La créativité, l'esprit critique, la capacité à se réinventer, c'est ça sur lequel on doit trouver ces modes de collaboration en se servant de l'outil et en n'étant pas en compétition avec l'outil, parce qu'en étant en compétition avec l'outil, on est quasiment sûr de perdre, quoi. Est-ce que Jason, vous vouliez apporter quelque chose sur ce sujet? En tout cas, non, moi je rejoins sur cette partie-là, sur les RPS, moi je rejoins Claire parce que l'idée c'est que l'outil doit être une première couche ou un premier niveau et après détecter, parce que l'IA n'a pas pour objectif, là par exemple, de résoudre une problématique à ce niveau, mais je pense que l'idée c'est de détecter, ok, par rapport aux échanges ou au premier retour, est-ce que effectivement là on a besoin, par exemple, d'une intervention rapide d'humain face à ce qui est remonté, face à ce qui est analysé, et c'est pourquoi le complément, la phrase que Claire a évoquée sur le complément, l'IA en complément des actions, ou l'IA comme outil pour détecter très rapidement, parce que sur les APS, c'est ça aussi parfois sur le niveau, est-ce qu'il faut détecter très vite, est-ce qu'il faut prendre une action rapidement, ça aujourd'hui c'est quand même le but de l'IA et des outils IA, c'est de permettre vraiment de détecter et d'appeler l'humain, on y revient, hein, donc d'appeler l'humain rapidement en disant ok, là on a besoin de toi parce que effectivement je ne peux plus traiter ou effectivement on a besoin de ton intervention. Parfait. Est-ce que si jamais des interrogations sont restées en suspens, bien que d'après le chat, je vois que beaucoup de personnes disent c'était plein d'éclairages, merci pour tous ces éclairages. Si jamais des questions sont restées en suspens, est-ce qu'il y a une possibilité de vous contacter l'un comme l'autre? Bien sûr. Ouais. Avec aucun. On est tous sur ces sujets-là. À la fois, c'est intéressant d'avoir les éléments techniques pour comprendre le fonctionnement. Et ça fait appel, et c'est pour ça que ça nous mobilise tous. On est tous en interrogation. Donc, il y a toute une démarche aussi de réflexion collective autour de ces outils. Il y a des démarches qui visent à comprendre les aspects techniques, les aspects organisationnels, mais aussi les aspects éthiques. Et je pense que plus on nourrira cette discussion entre nous, et aujourd'hui, personne n'a la vérité révélée sur ces sujets-là, mais en tout cas, on peut éclairer ces sujets, et je pense que cette discussion entre nous permettra de donner plus de sens à la collaboration entre l'outil et la machine. Entre l'outil et l'humain, pardon. La machine et l'humain. Le lapsus. C'était très beau quand même. Et ça rejoint un peu le point de Régis qui parle de effectivement l'IA qui arrivera un jour à prendre un café près de la machine. Donc, ça m'a fait sourire moi aussi. Ok, est-ce que je peux vous proposer un petit mot de la fin avant de clôturer ce webinaire, puisqu'on est arrivé au bout. Un petit mot pour la fin, Claire et Jason? D'abord, merci à tous d'avoir suivi. On espère que nos expériences et les travaux de recherche qu'on a pu faire les uns dans nos métiers spécifiques, on peut vous éclairer sur ces sujets d'impact de l'IA sur les métiers RH et sur les tâches RH. Encore une fois, on est plutôt dans une logique de chercher la collaboration que la compétition. On est aussi plutôt dans une logique de voir jusqu'où ces pratiques vont pouvoir être impactées et d'accompagner un petit peu les réflexions qui sont des réflexions à la fois technologiques mais aussi sociétales autour de la manière dont l'homme, le travailleur se positionne par rapport à son travail et par rapport à la capacité à être plus performant dans son travail. Et aujourd'hui, ce qui nous impacte le plus, c'est que aujourd'hui, ce sont des métiers, j'allais dire, de l'intelligence qui sont impactés et que l'automatisation, ce n'est pas uniquement des tâches qui vont être, j'allais dire, réalisées plus rapidement, mais c'est le processus de créativité même qui fait l'essence de notre propre capacité à exister en tant que apport de valeur ajoutée et réinterroger. Et c'est pour ça que ça ouvre un débat qui est intéressant. Et je suis ravie qu'on ait pu, en tout cas, avec Jason, participer à mettre notre petite pierre à l'édifice de ce débat qui n'est absolument pas fini. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Merci Claire. Jason?
Donc, et effectivement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que très tôt dans le chat, donc le mot opportunité est venu très vite et pas du C'est tout, vrai. je crois presque pas le mot peur ou le mot crainte, donc en tout cas très peu. Et effectivement, on le voit bien. Nous, comme Claire l'a dit, notre pierre à l'édifice, parce que c'est un sujet qui continue, qui évoluera, donc il évolue tous les jours. Donc, et si on a pu nous apporter un éclairage, donc et aussi vous permettre vraiment par rapport à ce sujet, pas de vous positionner, mais d'avoir vraiment donc les clés pour vous dire, OK, qu'est-ce que je fais, comment je prends, comment je me lance, ou face à telle réflexion, euh, comment je le vois plus en opportunité. Donc, pour vraiment que ce soit une aide, la collaboration, comme Claire l'a dit, moi, je pense que c'était le but vraiment de vous partager nous, nos recherches, Mm. nos idées, donc par rapport à ce sujet qui est très vaste et qui continue. En tout cas, merci à vous deux. Je pense que le sujet a passionné tout le monde. Il y a des réactions très positives dans le chat. A priori, ils ont beaucoup apprécié votre pédagogie et vos éclairages. Moi, il me reste à vous remercier déjà vous deux, Jason et Claire, pour tous ces apports et voilà, toutes ces richesses pendant ce webinaire. Merci, un gros merci à l'audience. Vous étiez hyper actifs comme à chaque fois. C'est vous qui faites vivre le webinaire, donc je peux toujours compter sur vous. C'est plutôt appréciable. On se retrouve d'ailleurs pour le prochain webinaire en avril. Alors, avril, c'est demain. Et justement, le mardi 4 avril, on se retrouve pour un webinaire avec nos amis Flexity et Euroquartz. On parlera de la GTA. La gestion des temps de travail et des activités. On parlera globalement de à quoi sert la GTA aujourd'hui en 2023. Donc ça, ce sera pour mardi prochain. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Culture RH. On vous produit, on vous partage du contenu régulièrement sur les RH. Et puis moi, comme toujours, je vous invite à me retrouver sur LinkedIn si jamais vous avez envie de suivre mes contenus. Alors moi, ma partie à moi, c'est plutôt la formation, le recrutement, la marque employeur, mais l'IA est très liée aussi à ces sujets-là. Donc vous voyez, finalement, tout est cohérent. Merci à nouveau à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à chacun d'entre vous. Et merci à Jason. Merci beaucoup. Merci Claire, merci Anaïs.